Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui aura pour thématique DevOps. Je m'appelle Thomas Lecomte, je suis accompagné de David Fro. Bonjour à tous. Et donc nous allons essayer de répondre à la question quelles infrastructures choisir pour des environnements DevOps. Avant de débuter, MTI, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes intégrateurs d'infrastructures pour les data centers. On existe depuis 1987. Nous sommes présents en France, en Angleterre et en Allemagne. Nos principaux partenaires sont EMC, Cisco et VMware. Et les offres que nous proposons aujourd'hui tournent autour des infrastructures de stockage, de sauvegarde, des plateformes de virtualisation, des plateformes de cloud computing, que ce soit du cloud privé ou du cloud hybride. Alors, DevOps, quelles infrastructures? Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va d'abord commencer par essayer d'expliquer, selon nous, ce qu'est DevOps, ou en tout cas ce que l'on peut avoir comme information sur DevOps. Et ensuite, on essaiera de vous donner quelques éléments pour bien choisir les infrastructures adaptées à un environnement DevOps. Et nous finirons cette présentation par la démonstration d'une solution que nous avons à demeure dans notre showroom ici à Croissy-sur-Seine, avec un exemple de plateforme qui utilise ou qui peut s'intégrer très facilement dans une organisation de type DevOps. Alors, si vous posez la question autour de vous sur ce qu'est DevOps, vous aurez à peu près autant de réponses que vous avez de questions. C'est-à-dire que c'est très compliqué de trouver une définition qui soit claire de DevOps pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il n'existe aucun manifeste et il n'existe aucun véritable référent pour décrire précisément ce qui est une organisation DevOps et ce qui ne l'est pas. Alors, ce dont on vous parlera la plupart du temps, on vous parlera de collaboration entre les équipes de développement et les équipes opérationnelles. DevOps étant la contraction de développement et opérationnel. Donc oui, c'est une question de collaboration entre les équipes. On parlera aussi, parfois, certains vous parleront d'infrastructure as code en vous disant DevOps, c'est être capable d'avoir de l'infrastructure, de créer de l'infrastructure comme l'on crée du code. C'est vrai également, mais ça n'est pas que ça. D'autres vous parleront d'intégration continue, la faculté, la capacité de pouvoir basculer et très facilement, très rapidement et sans interruption, ou en minimisant en tout cas les interruptions de service, basculer des environnements de test dev vers des environnements de QA, vers des environnements de pré-prod, puis vers des environnements de production. Tout ça de manière la plus fluide possible. Effectivement, DevOps va aller dans cette direction, mais ça n'est pas idem, ça n'est pas que de l'intégration continue. C'est aussi également, pour finir, certaines personnes vous parleront d'automatisation, parce que pour pouvoir effectuer toutes ces tâches, que ce soit l'infrastructure as code ou l'intégration en continu, on aura besoin d'outils de type automatisation pour accélérer les déploiements et les mises en production. Donc, très compliqué de répondre à cette question. Les mots-clés qui sont ressortis ici sont ceux que vous allez retrouver la plupart du temps. Il y en a peut-être encore d'autres que vous verrez apparaître. En tout cas, c'est ce que nous, on a considéré comme étant les mots-clés les plus importants. Si on prend la définition, on peut prendre un autre angle d'attaque, c'est Wikipédia. Qu'est-ce que nous dit Wikipédia sur DevOps ? Il nous parle de culture, de mouvement, de practice pour améliorer la collaboration et la communication entre les équipes de développement et les équipes IT. Et ce que je trouve donc intéressant à la fin de cette définition, c'est que l'objectif de tout ça, c'est bien de pouvoir construire, tester et réaliser du software plus rapidement, plus fréquemment et de manière plus fiable. Pourquoi répondre à ce type de problématique? Parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsque vous avez un développeur qui a créé une nouvelle version de son code, il crée son package et il l'envoie à l'Ops. Et puis l'Ops doit se charger de le mettre en production. Et bien souvent, il y a
une incompréhension entre ces deux équipes qui ne parlent pas forcément exactement les mêmes langages, qui n'utilisent pas exactement les mêmes termes, qui aboutit régulièrement à des mises en production qui échouent, des plantages, des bugs qui n'ont pas été identifiés en amont et qui nécessitent du coup soit des correctifs, soit des retours arrière, voire même qui ont comme impact parfois des indisponibilités de services complètes. Tout ça, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça crée de la frustration dans les entreprises. Et l'organisation de type DevOps va chercher justement à améliorer tout ça. Quand vous demandez, quand ce genre de situation arrive, si vous demandez côté développeur pourquoi ça n'a pas marché une fois en production, ils vous expliqueront que les infrastructures, vu que le développement est exactement le même, si ça n'a pas marché en production, eh bien, il y a de fortes chances que, vu que la seule chose qui est changée, c'est l'infrastructure, que ce soit le problème des ops, et que les infrastructures n'étaient pas appropriées pour prévoir ce nouvel upgrade, ou n'ont pas été adaptées pour prévoir ce nouvel upgrade. Si vous demandez la même chose aux ops, la réponse la plus probable, c'est si ça ne marche pas en production, de toute façon, c'est la fête des développeurs, je renvoie le package aux développeurs et ils se débrouillent pour le faire marcher correctement. C'est souvent ce type d'organisation aujourd'hui qui amène les évolutions logicielles à être très longues, très hasardeuses et qui empêche une entreprise bien souvent de pouvoir innover à la vitesse à laquelle elle le souhaiterait. Alors, on n'est pas des spécialistes de l'organisation d'une société, donc on ne va pas rentrer dans toute la partie culturelle, process de DevOps. Malgré tout, pour arriver à ce type de solution, c'est avant tout une histoire de culture et de people. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les personnes qui sont mindées ou suffisamment ouverts pour être capables de faire de l'infrastructure tout en ayant bien compris ce qu'étaient en train de faire les développeurs, ça va être très compliqué. Et idem dans l'autre sens, si vous avez des développeurs qui sont très focalisés sur le développement software et qui ne cherchent pas du tout à s'intéresser à toute la partie infrastructure qu'il y a en dessous et qui tourne en production, ça va être également très complexe de mettre en place ce type d'organisation. Parce qu'à un moment donné, les deux vont devoir collaborer au travers de process qu'il va falloir définir et mettre en place. Et si jamais vous n'arrivez pas à les faire travailler ou à les faire parler le même langage, c'est probablement voué à l'échec d'avance. Donc il faut déjà avoir les bons profils qui vont être capables de communiquer entre eux et qui vont accepter la mise en place de ces nouveaux process. Une fois que vous avez les bonnes personnes et que vous avez les bons process, vous n'êtes pas encore arrivé. Parce que si vous essayez de faire du DevOps sur des produits qui ne sont ni programmables, ni automatisables, ou sur lesquels vous ne pouvez pas tester le bon fonctionnement de la solution, correctement la monitorer, vous aurez beau mettre en place les people et les process, mais si derrière, à chaque fois qu'il faut faire un déploiement, vous êtes obligé de repasser manuellement sur l'ensemble des configurations pour les adapter au nouveau développement qui vient d'être créé, vous aurez fait que la moitié du chemin en mettant des people et des process en place, mais sans avoir les produits adéquats. Au final, vous allez également de nouveau créer de la frustration auprès des people. Alors, un autre terme qui revient régulièrement quand on cherche à mettre en place une organisation de type DevOps, c'est cet acronyme de CALMS. Cet acronyme a été créé plus exactement en 2010 par deux personnes qui s'appellent John Willis et Damon Edwards, des anciens de chefs, des anciens à la fois développeurs et opérationnels, et qui ont défini les piliers, selon eux, d'une bonne infrastructure DevOps. C'est pour culture. Le point important, c'est d'avoir la culture à la fois du dev et à la fois de l'opérationnel. 2, il vous faut de l'automatisation. Si vous n'êtes pas en mesure de créer des opérations qui soient automatisables, qui soient reproductibles, vous n'arriverez pas aux bénéfices que vous attendez. Ensuite, ce qu'ils appellent Lean, c'est le côté un peu essayer d'épurer au maximum tout le code que vous voulez mettre en production. Focalisez-vous sur l'essentiel. Troisième point, les métriques.
être capable d'avoir des métriques et des outils qui soient capables de mesurer correctement le bon fonctionnement à la fois de vos applications, de vos nouveaux développements, mais aussi de toute l'infrastructure qui est en dessous, dès que vous voulez faire une modification. Toute cette partie-là aussi va participer à un bon fonctionnement de votre organisation DevOps. Et enfin, dernier point, à chaque fois que vous créez quelque chose, créez une nouvelle librairie, que vous créez un nouveau script de déploiement, ça doit être pensé pour être réutilisable et partageable. C'est le dernier point, le sharing. Toute cette partie-là doit pouvoir être réutilisable et partageable. Avec ce petit logo que j'ai trouvé d'une société dont j'ai oublié le nom, qui, après avoir mis en place cette organisation DevOps, a créé ce logo, je trouvais très sympa, Keep Calm and Be Agile, Agile étant un terme associé à DevOps. Alors, pourquoi les entreprises la plupart cherchent à mettre en place ce type d'organisation? Quels bénéfices elles y voient? Le premier, c'est la promesse, c'est d'un déploiement de code 30 fois plus rapide. Les études qui ont été menées démontrent qu'on a un gain considérable en termes de déploiement. Peut-être qu'à chaque fois, on va avoir des déploiements qui sont beaucoup plus petits. On va essayer de faire de plus en plus de mise en production, mais sur des périmètres peut-être un petit peu plus restreints pour éviter d'avoir des incidents sur la production. Mais par contre, délivrer de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement sur les applications. Deuxième point, moins de pannes. L'étude en question, elle démontre qu'on a 60 fois moins de pannes. Est-ce que ce sera 60 fois moins? Est-ce que ce sera 10 fois moins? Est-ce que ce sera 100 fois moins chez vous? Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif vise à avoir moins de pannes lors de la mise en production. D'où aussi le côté, je réduis le périmètre que je mets en production à chaque fois pour limiter les potentiels impacts que ça peut avoir sur mon applicatif. Ensuite, c'est un bon point pour toute la partie IT, c'est-à-dire qu'on va améliorer avec ce type d'organisation les performances de l'équipe IT et l'agilité de l'équipe IT. Et ça, c'est tout ce que les métiers attendent, c'est avoir une équipe IT qui soit plus souple, qui réponde plus rapidement à leurs demandes et qui répondent plus rapidement au développement de nouveaux logiciels ou de nouvelles fonctionnalités pour s'adapter à leur marché. Et pourquoi tout ça est intéressant pour la société? Simplement parce que cela lui permet d'être plus compétitive à la fin. Là, j'ai bien aimé cette image où on a un pion qui a une fonctionnalité toute particulière et qui du coup est capable de dézinguer un roi sur l'échiquier. Et aujourd'hui, c'est clairement ce que l'on est en train de vivre avec toutes ces nouvelles startups qui arrivent sur le marché et qui sont capables de mettre à mal, voire de faire disparaître les grandes sociétés qui sont installées depuis des lustres sur leur marché. Pour ne citer que, on peut prendre l'exemple des taxis et de Uber. En France, ça nous parle en ce moment. On peut prendre l'exemple de Airbnb qui met à mal des sociétés comme Accor parce que ils vont venir grappiller certaines parts de marché d'Accor. Voilà, j'en cite deux. Il y a énormément d'exemples de ce type. Donc, soit les sociétés aujourd'hui arrivent à se transformer et les équipes IT arrivent à se transformer au travers d'une organisation DevOps qui vont leur permettre d'être plus agiles et plus performants, soit le risque derrière, c'est tout simplement de disparaître. Alors, quelles infrastructures choisir pour une organisation de type DevOps? Je reprends cet acronyme CALMS, simplement on ne va garder et on va cibler que les 3 mots-clés que j'ai sélectionnés ici, c'est-à-dire automatisation, la partie metrics et la partie sharing. Comment on va sélectionner les bonnes infrastructures? 1, il vous faut des infrastructures qui disposent déjà d'un certain nombre de tâches qui soient automatisées au sein de son produit. Automatiser, ça ne veut pas dire que vous allez tout automatiser de A à Z dans le produit, mais vous devez déjà avoir des choses qui soient préfabriquées dans ces outils pour faciliter le provisioning de ressources et que vous n'ayez pas à chaque fois à développer un script colossal pour provisionner la moindre petite ressource. La deuxième chose, c'est disposer dans cet outil soit
au mieux d'un catalogue de services, mais en tout cas à minima de policies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez permettre à des développeurs de pouvoir provisionner par eux-mêmes de l'infrastructure pour leurs propres besoins, il faut quand même que vous en gardiez un minimum le contrôle. Et c'est là où les policies vont intervenir. C'est-à-dire qu'elles vont vous permettre de définir dans quel cadre vous autorisez un développeur à provisionner de l'infrastructure. Est-ce que c'est de la quantité de données? Est-ce que c'est de la performance? Est-ce que c'est de l'applicatif à définir? Mais en fonction des produits que vous allez cibler. Mais il vous faut avoir ces notions de policies pour pouvoir vous adapter dans ce contexte DevOps. Le dernier point, c'est avoir des métriques, des outils de supervision qui vous permettent de contrôler que ce que vous avez déployé de manière automatique au travers des policies fonctionne correctement. Et si jamais ça ne fonctionne pas, au travers des tâches automatisées, eh bien, être capable de faire le retour arrière. Alors, si vous avez tout ça dans votre outil, c'est très bien, c'est parfait. Si c'est accessible au travers d'une interface graphique, c'est magique, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas forcément systématiquement demander à vos développeurs d'accéder à une interface graphique pour provisionner de l'infrastructure. Ce qu'ils vont souhaiter à un moment donné pouvoir faire, c'est pouvoir intégrer certains bouts de code, soit dans leur développement, soit dans des scripts, pour automatiser certaines tâches, eux aussi à leur niveau. Et donc pour ça, il faut que vos produits disposent d'API qui vont vous permettre de programmer l'intégralité de l'infrastructure, de programmer l'intégralité de l'infrastructure au travers de ces API. Voilà les 4 fondamentaux selon nous qu'il faut respecter pour pouvoir facilement s'intégrer dans une organisation de type DevOps quand vous choisirez vos prochaines infrastructures. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir une solution que l'on a dans notre showroom et que David a monté, et il va vous montrer un petit peu comment vous pourriez l'utiliser, vous, dans votre environnement pour pouvoir facilement provisionner de l'infrastructure, à la fois d'un point de vue administrateur stockage et à la fois d'un point de vue développeur. David, je te laisse la main.